Bienvenue au cœur du quartier Montmartre à Paris, à la rencontre d'Antoine Ricardou. Il nous a donné rendez-vous au Rêve, un café mythique devenu un incontournable de sa vie. Architecte et designer, Antoine Ricardou dessine des marques, invente des histoires, crée des atmosphères. Ce créatif met l'histoire au cœur de tous ses projets. Il aime préserver l'authenticité et rénover tout en subtilité. Notre première collaboration date de l'ouverture à Arles de la toute première maison d'eau de Fragonard. Depuis, nous aimons créer ensemble une nouvelle façon de présenter la maison de parfum, presque séculaire. Crayon à papier et carnet à la main, Antoine Ricardou parcourt l'odeur de son enfance, les odeurs des matières, les souvenirs olfactifs de ses voyages et de ses passions bien sûr. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la 2e saison de À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu me reçois ce matin dans un endroit un peu spécial. On est au cœur de Montmartre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que du coup, c'est un endroit qui va nous suivre tout l'entretien. On entendra des petits bruits. Peut-être que certains reconnaîtront déjà des bruits de vaisselle. Où est-ce qu'on est, Antoine? Et donc, on est dans un café qui s'appelle Au Rêve, à Montmartre, rue Colincourt. Il était important pour les gens du quartier, ce café, qui touchait les gens. Et c'est extraordinaire la manière avec ce que nous disent les gens sur leur relation avec ce lieu. Je sais pas, c'est un bout de route qui était mort, fermé, éteint, et tout d'un coup, il y a cette espèce de point chaud, de cœur qui bat au milieu du quartier. C'est très touchant. Et donc, je crois qu'on avait plutôt un rôle de... C'est un café typiquement oui, parisien. Il fallait qu'on le révèle. Ouais. Mais il n'est pas à nous, hein, il est à tout le monde. C'est incroyable. Voilà, donc on aime bien faire ce genre de projet où c'est très ancré dans l'héritage. Alors là, c'est monstrueusement ancré dans l'héritage. Quand on a décidé de le rénover, les gens nous regardaient en disant « J'espère que vous allez rien faire ». Donc évidemment, on a fait énormément. Mais quand ça se voit pas. Tu es rentré, tu as dit que tu avais l'impression que c'était là depuis toujours et c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et en fait, ça ressemble pas mal à ce que nous faisons. Et finalement, avec Fragonard, ce qu'on a fait à Arles. Donc c'est le premier projet qu'on a fait ensemble. Ouais, et c'est ça, hein. Quand tu rentres dans la maison, tu te dis qu'elle aurait pu toujours être là. Et c'est aussi parce que c'est nous, puis c'est toute une équipe, Clément qui est très conservateur, Agnès, Françoise. Et c'est vrai que du coup, le lieu, il est tout neuf à Arles. On l'a refait entièrement. Mais il vit déjà parce qu'il a une âme. Oui, et puis la manière avec laquelle on l'a dessiné, c'est dessiné avec une intention. Pour avoir ce sentiment que quand on rentre dans le lieu, on se demande ce qui a été fait. J'aime qu'on ne voit pas les interventions. Et ça change de travailler pour un parfumeur? Moi, je suis extrêmement sensible aux odeurs. Donc, ça m'a touché, de travailler pour un... Parce qu'on en a beaucoup parlé quand on a refait ensemble la boutique dans la maison à Arles. L'utilisation des matériaux, est-ce que c'est quelque chose qui a joué, justement? J'aimais bien déjà dans la maison à Arles, c'est que parfumeur ou... C'était une pharmacie d'ailleurs quand on est arrivé, mais j'aime beaucoup l'idée de la maison au-dessus du commerce. Ouais. De l'appartement au-dessus du boulanger. Comme tu avais ton appartement ici au-dessus du café. L'appartement au-dessus du café, la maison du boulanger au-dessus, le boucher qui habite au-dessus de ça. Voilà, ça, il y a un truc d'une connexion entre... Voilà. Donc en fait, à Arles, on a un peu joué ce jeu-là parce que c'est un peu la maison du parfumeur au-dessus, du parfumeur qui aurait son magasin en bas, qui se fait beaucoup dans toute la France. C'est vraiment typique de la France. Souvent, quand vous achetez un fonds de commerce, il y a souvent l'appartement au-dessus ou à Tenant. Là, il est à côté. Là. Donc c'était vraiment le lien entre une maison et son commerce. Ça change peut-être la manière de faire le commerce. À Arles, il y a un escalier qui monte. De la boutique, on pouvait aller chez soi, ouais. Et du coup, il y a un truc de vie, de famille, parce que les enfants viennent, ils rentrent, ils vont à la maison, etc. Bon, voilà. On retrouve plus ça maintenant dans les films, mais en vrai, ça existe toujours. Si vous discutez avec les commerçants, ils ont souvent le lien entre la famille et le commerce. On tisse des liens avec ses voisins, ses clients, on est commerçant. C'est un peu la remarque qu'on fait souvent, comment on décrit Montmartre comme un petit village. Alors moi je connais que celui-là, mais je crois que ceux qui habitent au marché de la Ligue ou dans d'autres villages, je dis marché de la Ligue parce que j'y suis allé me promener, j'ai ressenti exactement la même chose. La butte aux cailles. Oui, la butte aux cailles. Mais j'y suis moins hyper attaché parce que c'est Montmartre et parce que j'ai grandi, mais je pense qu'on ressent, Paris a cette chance d'avoir ce côté petit village. Tu es né à Paris? Et non. Moi, je suis né dans le Nord, à Dunkerque. On a beaucoup bougé jusqu'à ce qu'on débarque ici, et ensuite, je reste ici. Donc, je suis arrivé quand j'avais 14 ans.
à Paris, dans le quartier de Montmartre, juste au-dessus du café, direct, au Rêve. Ouais, à 2 pas du café. Je descendais avec ma maman pour boire le thé. C'était un lieu fort, hein, déjà ici. Il y avait vraiment une relation avec les gens du quartier très très puissante. Hein. Vous ressentiez le quartier, les gens. Est-ce que tu as une odeur qui évoque pour toi cette enfance, justement, ce changement entre le nord de la France et le passage à Paris? J'ai pas de lien dans le nord et j'en ai plus tard. Mais les odeurs... Ta Madeleine de Proust. Oui, ma Madeleine de Proust, c'est l'encre et le stylo de maman. C'était un stylo Parker. Elle faisait tout par écrit pour remercier, pour féliciter, pour... Voilà, il y avait une espèce de truc papier. Elle était fille d'imprimeur. Et alors... parce que souvent j'en ai parlé dans des discussions sur ma relation avec le graphisme et le papier. Et donc je sais que ça vient de là, mais je sais qu'il y avait une odeur très forte du buvard, elle écrivait sur un buvard qui était coincé dans deux lames de cuir sur son bureau. Elle piochait l'encre avec une pompe, son stylo Parker avait une pompe qui était en or, un peu usée, et elle prenait l'encre bleue, qui, quand elle se pose, est un peu violette. Et cette encre, je la mettais sous mon nez. Je me souviens très, très bien de l'odeur. C'est vraiment inouï. Ça, je pense que c'est l'odeur de mon enfance. Et j'ai une autre odeur très forte. Un jour, je parlerai de mon père, mais là, c'est toujours lié à maman. C'est la cire. Elle cirait les parquets dans notre maison dans les Hautes-Pyrénées. Elle cirait tous les parquets. Et du coup, il fallait qu'on marche avec des chaussons, des patins. Ouais, des patins qu'on mettait sous nos chaussures. Interdit d'arriver avec des chaussures. Bon. Et là, c'est fou comme aujourd'hui on essaye de retrouver ça en faisant brûler des bougies, mais cirez votre parquet et puis le bonheur il sera entier. Hein. Du coup la cire plutôt la maison dans les Pyrénées et à Paris plutôt l'encre, le côté un peu studieux. Et à Paris l'encre parce que je sais pas, il y avait tout le temps l'impression qu'il fallait. Maman elle écrivait toujours, j'ai des tonnes de lettres d'elle, j'en retrouve encore dans les livres, etc. Elle écrivait dans ses livres pour marquer quand est-ce qu'elle l'avait lu, dans quelle situation, elle remerciait, elle m'apprenait. Et le moindre petite 2 heures passées chez un ami devait finir par un petit carton pour dire qu'on avait passé un bon moment. Donc finalement, au bout d'un mois, je comprenais pas toujours de devoir tout remercier, tout écrire. Et finalement, pour avoir un petit peu travaillé ensemble, toi tu n'écris pas, mais tu dessines. T'as toujours un petit, d'ailleurs là sur la table, t'as ton petit cahier, tu notes des choses, tu vas nous faire un petit dessin. Ouais, je dessine tout le temps. Moi. Hier, je suis allé à l'opéra et donc j'ai pas pris mon sac au bureau. Et j'ai partagé avec mon associée Clémentine, on était tous les deux à l'opéra et elle me dit « Ah, c'est bon, les soirs, on prend pas notre sac. » Et en fait, c'est vrai que chaque fois qu'on prend notre sac, c'est pour prendre notre ordi, c'est pour bosser à la maison. Et donc du coup, ce matin, quand je suis parti, que j'ai changé de blouson parce qu'il pleuvait, j'ai remis mon petit carnet et je me dis ah tiens, j'ai mon carnet, c'est normalement dans mon sac, mais je l'avais par hasard dans ma poche. Et en fait, j'étais content de venir ici avec mon carnet parce que je savais que j'allais pouvoir faire un petit croquis, tu vois. Ouais. Et bon, j'aurais pu prendre un autre bout de papier, un stylo Bic de Sylvie là-bas, mais voilà. Et c'est marrant parce que tu me parles de ça parce que effectivement, j'ai été touché de dire ah j'ai mon carnet, ça va me faire quand je vais l'attendre. C'est rassurant. Je suis arrivé à 8h et si je vais l'attendre, ça va être le meilleur moment de dessiner. Et donc, en fait, le dessin, moi, j'ai le dessin. Mais j'ai les mots aussi, je les écris pas mal, mais c'est moins des choses que je montre. Et en fait, ça a plein de vertus, mais la première, c'est le temps. C'est le temps que tu passes à observer et à dessiner. C'est pas, voilà. Donc, ton appareil photo, c'est un scanner, mais tu te souviens pas de la moitié des choses que tu as shootées. Et tu retournes dedans et tu retrouves, et c'est extrêmement utile. Enfin, moi, je suis très organisé pour ça. Je tag, etc., pour retrouver mes images et des rêves que je prends en photo. Mais je m'en souviens pas obligatoirement. Tout ce que j'ai dessiné, je m'en souviens. Si je reprends un dessin, je me souviens du moment, de l'odeur, du son. J'écris souvent autour du dessin. Si je m'assois sur un trottoir et que je fais un petit croquis ou un truc, j'écris les impressions, le bruit et tout ça. Mais j'aurais aimé débarquer ici et pas la connaître, Sylvie, et de m'asseoir et de dessiner. Ça, je l'aurais fait. Je l'ai fait plein de fois dans des bistrots dans Paris. Ouais, bien sûr. En revenant d'un rendez-vous et en disant que l'autre rendez-vous et qu'entre les deux, t'as 3/4 d'heure et que tu peux t'asseoir dans un bistrot. Mais voilà. Et j'aurais rêvé de tomber sur un endroit pareil. C'est tellement Paris. C'est tout à fait le rêve parisien, en fait. Parisien, mais qu'on s'imagine. Ici, sur les murs, il y a des petits dessins. Que j'avais décrochés. Tu vois là-bas la petite colonne? Ouais. Et c'était des dessins des gens qui dessinaient sur les petits sous-bocs et sur les petits carnets des limonadiers. Et on les a retrouvés, on les avait décrochés, puis on les a raccrochés. Mathieu en avait gardé pas mal aussi. Et
Je les ai repunaisés, t'as l'impression que ça depuis 100 ans. C'est pour ça que les gens, ils ont halluciné, ils se sont dit, mais tout est là, en fait. Mais tu sais, nous, on raccroche tous les trucs, on prend une punaise, puis en fait, sous la punaise, il y a de la pâte à fixe. Mais voilà, l'histoire, elle est complète quand toutes ces petites choses font la vie. Et puis, surtout, il y a de la place pour la suite, parce que tu raccroches un peu les traces du passé. Mais il faut raconter l'histoire qui suit. Ouais, bien sûr. Un café, c'est un truc de génération vachement fort. Qui se transmet. Ouais. Et il faut pas rester bloqué. Et ça, c'est Mathieu qui me l'a dit, le gérant. Mathieu m'a dit, on avait vraiment peur de ces briscards qui viennent et qui tiennent le café jusqu'à 2h du mat et qui, il m'a dit, mais non, mais ces gens, ils passent, puis après, c'est d'autres qui le reprennent, etc. Il faut pas être ancré dans un truc trop du passé. Effectivement, un café, il y a des grands moments d'histoire qui le marquent. Ouais. Mais en fait, c'est un truc de passeur. Donc là, nous, on est venus ici avec nos enfants tout petits. Maintenant, ils sont plus grands, ils viennent. Je vois des tout petits enfants qui arrivent. Enfin, c'est des générations. Et c'est vraiment un lieu qui appartient à l'histoire de la rue et du quartier beaucoup plus que un truc un peu figé. C'est pas du tout figé un café, en fait. Non, ça fait rentrer de la vie. Et puis de la vie qui tourne. Le quartier, il change. Bien sûr. C'est vachement important d'avoir créé un endroit, une structure qui soit capable d'accueillir. C'est nouveau pour toi? C'est la première fois que c'est la première fois qu'on est chez nous à ce moment-là. Ah oui. Mais que tu faisais un café, non. Non, on en a fait plein. Mais en fait, quand tu fais ce métier, tu es toujours un peu dépendant de l'opérateur. J'ai eu de la chance de rencontrer Fagonard parce que tu rencontres des super opérateurs, puis parfois tu te plantes. Tu te rends compte des gens qui rêvent que tu leur fasses leur truc, puis ils sont pas à la hauteur de la promesse. Et donc les gens qui vont y aller, ils vont aller dans le lieu, et puis on dira, mais ils sont simples. Oui, c'est joli ce que tu as fait. Ils vont le balayer en 1 seconde, et puis ils vont te parler de l'opération. Qu'ils ont eu un mauvais café, qu'ils ont mal dormi, qu'il y a du bruit. T'es un peu déçu parce que t'aimerais bien qu'ils te disent que ce que t'as fait, c'est beau. Ici, on l'a fait, et puis on le fait tourner avec Mathieu. C'est évidemment Mathieu qui s'en occupe, mais on est actif dans la relation qu'on peut avoir avec le lieu et sur notre partie à nous. Et on a parlé de la carte avec Mathieu, on parle des détails. Du coup, il n'y a pas d'excuse. Là, c'est comme faire du bateau en solitaire. Tu peux pas reprocher à l'équipage de t'avoir fait rater ta course. Là, c'est nous, l'équipage. T'es le capitaine avec les autres, vous êtes plusieurs capitaines de bateau et nous, Saint-Lazare et puis Mathieu. Et puis Mathieu. Ouais, Mathieu et ses équipes. Alors pour revenir un petit peu à toi, est-ce qu'il y a une odeur qui a marqué tes années de travail? Je sais que c'est quelque chose qui est très important chez toi dans ton travail, d'utiliser des matières premières naturelles, des tables de bistrot. T'es assis sur une banquette en cuir. Il y a même des panneaux en velours. Dans le cadre des chantiers, il y a l'odeur un peu intervenir à un moment donné. L'odeur, elle intervient tout le temps. Elle est vraiment hyper présente dans ma vie. Je fais même pas de différence entre la matière quand je la touche et son odeur. Je pense que les deux fonctionnent ensemble et je relie très fortement les deux. Donc tout à l'heure on a parlé du bois ciré. Tu vois, le bois ciré, c'est autant une odeur qu'une vision que je peux avoir de ce côté un peu satiné mat que ça rend. Tu parlais de la sueur parce que j'ai beaucoup traîné dans les ateliers de bois, donc voilà. La chaux, très fort. La chaux. Ça sent quoi, la chaux? En fait, ce qui sent, c'est la pierre et la chaux dans la maison froide. Quand tu rentres dans la maison en travaux, tu sais, il y a ce truc extraordinaire. C'est vraiment une odeur. Quand tu te mets à gratter une maison, souvent dans les vieilles maisons, et il y a cette odeur de chantier en fait. Et en fait, l'odeur de chantier, c'est juste que t'as curé et tout d'un coup, tous les murs, tout vient irradier d'une odeur comme ça. Là, ça vient tout. Il y a une fraîcheur un peu quand tu rentres dans le chantier. Parfois, tu te cailles. Et en fait, tous les matériaux détruits, abîmés, curés viennent libérer une odeur très forte. Je sais pas si tu as déjà ressenti, mais c'est vraiment un truc très très fort. Et donc, je dis l'odeur de la chaux parce qu'effectivement, quand tu commences à casser de la chaux ou à laisser les pierres vivre, tu le ressens très fortement. En tout cas, je m'en souviens très très bien quand on a fait Arles dans la maison. Il y avait cette odeur que t'as pas au début quand tu visites. Quand tu visites, la maison, elle est imprégnée des odeurs de la maison. Oui. Et puis une fois que tu te mets à la bricoler, à la gratter. Les papiers peints, je me souviens, tu sais, à Arles, les bouts de papier peint. Et j'avais les vieux flacons d'apothicaires, de pharmaciens. Exactement. Et donc ça c'est vraiment une relation que j'ai très très forte avec les odeurs du chantier et ensuite les odeurs qu'on va vouloir créer, de la peinture neuve, effectivement du marbre, t'as raison, parce que la pierre a une espèce d'odeur froide. Et tout à l'heure tu te demandais s'il y avait eu un choc d'odeur dans ma vie. Et en fait moi c'est dans mes études, donc je pense que j'étais très sensible aux odeurs, mais c'est vraiment le moment où je me suis bien parlé. Je suis allé étudier en Australie.
L'Australie, c'est une terre complètement forêt différente. d'eucalyptus. T'as l'eucalyptus partout. Et je pense que c'était une odeur qui me touchait énormément, comme si c'était une odeur rare, un peu exceptionnelle. Et tout d'un coup, il y en avait partout et elle sentait partout. Donc j'avais l'impression d'avoir cette chance. C'était une odeur que tu connaissais déjà ou que tu as découverte complètement là-bas? Je pense que je l'avais quelque part dans un coin de ma tête, mais je sais pas d'où. Et j'ai été très touché que cette odeur soit partout. Moi, quand je mange des fruits et des légumes, je trouve qu'on a une chance dingue. Le pamplemousse, tu vois, le citron. Enfin, on va beaucoup en Italie, puis il y a des arbres avec des figues. Enfin, je trouve que c'est des fruits généreux. Je trouve que c'est vraiment des cadeaux. Parfois, on les mange comme ça sans se rendre compte, mais je trouve que c'est vraiment des cadeaux, quoi. Et quand je suis arrivé en Australie, qu'il y avait cette odeur, j'avais l'impression que c'était un cadeau un peu tout le temps, comme ça, ou que j'avais l'impression de vivre un truc rare. T'as vraiment l'impression d'être ça vient un peu des hammams, tu vois, où c'est des odeurs un peu presque médicinales, un peu piquantes. Et il y a un truc qui l'a fait jaillir, tu vois. Et donc, je passais mon temps à prendre des feuilles. Ouais. Et à les casser, tu les casses, elles cassent en mi-morceaux, elles sont toujours assez sèches. Et puis hop, tu les mettais dans ta poche. Et en fait, chaque fois que tu mettais dans ta poche, voilà. Et ça sentait bon. Aujourd'hui, ils te vendent des mouchoirs avec de la menthe dedans. Bah non, moi j'ai des feuilles pétées. Feuilles d'eucalyptus, ouais. Et la figue, c'est la feuille de figue aussi. Ça, je fais beaucoup ça avec les feuilles. Avec les feuilles de figue. On peut le faire aussi avec, moi je le faisais en Provence, je le faisais avec de la lavande ou du thym. Tu sais, tu cueilles du serpolet, le thym sauvage, et tu le mets dans ta poche. J'adorais ça. Quand je cours, je fais toujours ça, le thym. Ah oui, justement, tu passes beaucoup de temps en fait dans la nature. Donc, de ce que tu sens quand t'es en mer, est-ce que tu sens quand t'es en train de faire tes tours de vélo, justement? Il y a toute une partie des frères de maman qui se sont la sœur, le frère. Ils sont 4. Il y en a 3 qui sont allés se mettre à Seillan, à 2 pas de Grasse. D'accord. Très tôt, ils se sont achetés une maison là-bas, ils se sont attachés à ce lieu sans être de là-bas. Ça, on est dans quelles années à peu près, juste pour se situer 70-80. D'accord. Ils ont acheté sur les hauteurs de Seillan. Plus ou moins avec leur côté aventureux. Donc, il y en a un dont je me suis beaucoup attaché, François, qui lui est allé se mettre dans un nid d'aigle. Il a dû tout débroussailler. Il a trouvé une petite bergerie au-dessus de Seillan. Et c'est là où j'ai commencé à aller courir aussi et avoir ces sensations. Quand je vais courir dans ce sud-là, et que tu me parles de ramasser du thym sauvage et tout ça, ce sont des moments qui me touchent, mais presque d'émotions très très fortes, quoi. C'est des trucs qui te prennent, voilà. Et les odeurs de ça, donc quand tu parles des odeurs à vélo, des odeurs en course à pied, etc., je pense que elles sont décuplées par l'émotion que tu peux avoir. Le sport, en fait, t'entraîne dans ce truc. Je te parlerai pas de médecine, je connais rien, mais tu développes des choses qui vont jusqu'à l'émotion. Et puis surtout, on parlait beaucoup de sécrétion de dopamine. Si tu la mélanges avec, en plus, des souvenirs olfactifs. Exactement. Bon, évidemment, là, tu fais un cocktail. Exactement. Tu fais un cocktail qui est très fort et qui t'emmène jusqu'aux émotions, aux larmes. Et moi, ce sont des moments, je pense que je me crée, donc je me mets dans des situations de sport, tu vois, d'arriver en haut de la colline, etc. Et de se mettre dans un niveau un peu de rupture, tu vois, physique, qui décuple tes émotions et qui décuple aussi ta capacité d'aller sentir la moindre petite odeur, etc. Les plantes, mais la terre rouge de Provence, quand tu cours dessus, cette odeur sèche là, la roche, poil poussiéreuse, un peu. Ouais, la roche que tu touches, c'est vraiment des moments très très forts. Et quand je fais du vélo dans le sud, aussi je le ressens très fort parce que, évidemment en vélo, en descente, tu sens rien parce que tu vas vite, et en montée, tu galères et tu montes très doucement, et tout d'un coup, et Gwen, qui est paysagiste, ma femme, je lui envoie souvent des photos des bords de route parce que j'ai l'impression que ça a été paysagé, tu vois, ça a été travaillé tellement, je trouve que c'est une beauté naturelle dans le. Voilà, ça c'est les routes souvent dans les massifs varois de Les Morts. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est beau, Les Morts, l'Estérel. L'autre jour, je suis allé courir dans l'Estérel. Mais c'est fou, la puissance du lieu. Et alors, généralement, je me paume. Je pars trop tard, je me paume. J'adore me perdre. Je sais qu'il faut que je rentre, mais je rentre pas. Je pars sans frontal. Ouais. Et quand tu pars en mer, tu te paumes aussi ou Alors, justement, c'est marrant pour ta question. Est-ce qu'il y a une odeur sur le bateau? Ouais. C'est parce que j'imagine que les odeurs entre tes balades où tu te paumes dans l'Estérel et celles où tu es en pleine mer, je pense qu'on est sur des odeurs très très différentes. Est-ce que c'est des choses qui te... Alors, les odeurs en mer comme en montagne, parce que l'autre jour, ma fille a ouvert la fenêtre, il faisait très froid à Paris, et elle m'a dit, viens voir, ça sent comme à la montagne.
Ça sent le jour de neige. En fait, je crois que le jour de neige, ça annule plein de choses. Et du coup, tu sens peut-être le bois du chalet, le pain, les mélèzes, etc. Donc, tu vois, voilà. En mer, je pense qu'il y a un truc comme ça. Parce que j'ai très peu d'odeur en mer. D'accord. Et en mer, t'as l'odeur de la terre. On traverse la Méditerranée, on va du sud de la France à la Sicile ou des endroits comme ça. Et quand tu te rapproches de terre, tu sens par un moment, vent, si t'as le vent de terre, ce truc du vent de terre quand t'es en mer, et de sentir, t'as cette entrée dans les ports, ce moment de calme, etc. Mais dans le bateau lui-même, il sent pas grand-chose, le bateau. Le bois est verni. Moi, déjà, j'ai de la chance d'avoir un bateau en bois, mais le bois verni, il exprime pas grand-chose. Le teck, il prend du sel tout le temps, tu vois, le teck du pont. Je trouve pas qu'il y ait énormément d'odeurs. Je trouve beaucoup d'odeurs. Des odeurs que j'adore, c'est le placard à ciré. C'est cette espèce d'odeur des voiles, tu sais, de ces tissus, de ces, je pense que c'est des corduras, des vieux de tissus, parce que moi j'ai pas mal de vieux tissus. Il y a peut-être une humidité qui s'est un peu créée, etc. Et ça, quand tu sens une voile, t'as souvent l'odeur de la voile ou du ciré ou des choses qui sont fermées dans les bateaux pendant longtemps. Mais non, c'est pas un lieu fort. Et c'est pour ça qu'on a ce truc du café, tu vois, en bas, en mer, quand tu cuisines. Parce qu'en fait, tu vois, le bateau, c'est tout petit. Puis tu cuisines là, t'es dans le cockpit, tu navigues, et puis tout d'un coup, ça sort comme une cheminée, tu vois, de la nourriture. Donc, puis il y a ces petits mots, ou du café le matin, et tout ça. Je pense que tu te les crées, les odeurs, plus que tu n'en as. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une odeur qui te fait particulièrement saliver? Tout ce qui est autour de la pâte et du pain. Moi, je suis un fou de pain, de boulangerie. Tu fais toi-même ton pain? T'aimerais? J'aimerais bien. Ouais. Je vais pas te mentir. Et en plus, je trouve que c'est tellement bien fait. Par contre, j'en connais un paquet des boulangeries et des boulangers. Et que j'ai dit qu'un jour, je ferais ça. J'arrêterai, je ferai de la boulangerie. Mais et donc, le gâteau qui cuit dans la famille, tu vois, ce moment du dimanche où on fait des gâteaux, ça, j'adore. Et ça, c'est vraiment des moments pour moi qui viennent embaumer toute une maison d'une odeur dans laquelle je pourrais vivre, tu vois. Je t'ai pas posé la question d'ailleurs. Chez toi, ça sent quoi? Il y a des odeurs particulières chez toi? C'est des odeurs hyper changeantes. C'est l'odeur de la maison quand tu rentres. Si t'es en train la cuisine est quand même un élément qui vient embaumer les maisons. Voilà, nous, notre maison elle est pas si grande, donc je pense que ça prend de la place. Et je trouve qu'il y a une grande convivialité dans l'odeur de la cuisine. Avant, après, ça peut être plus compliqué. Et je fais très attention quand j'invite des gens à ce que l'odeur soit juste, tu vois, la première impression quand tu rentres chez les gens. Ça doit être cette odeur. Je pense tout le temps à l'atelier. Pour le coup, à l'atelier, on fait brûler des bougies. Après, hier, je suis passée à l'atelier et il y avait un énorme saladier de clémentines ou mandarines. Ouais, tu crois que ça sent ça? Je crois pas. Moi, je suis arrivée, je les ai. Alors, je sais pas si je me suis inventé l'odeur par la vision ou tu sais, des fois, notre cerveau nous joue des tours, mais j'avais, en tous les cas, il y avait des figues il y a pas si longtemps encore en septembre. Mais tu vois, la générosité de ça, c'est dingue quand même. Elles ouvrent toutes les clémentines au bureau, les filles ou les garçons, ils ouvrent et ils disent ah mais il y a un truc que je déteste, c'est avoir l'odeur des agrumes quand tu dans les ongles. Ouais, dans les ongles quand tu ouvres les clémentines. Et moi je passe ma journée. Ah mais non, c'est génial. Tu m'as dit que t'aimais beaucoup la fleur d'oranger. Alors. Mais je pense que ça c'est les agrumes, non? Bah oui. Ouais. Oui, la figue et la fleur d'oranger. Après, donc, quand j'ai su qu'on allait se voir, je me suis dit, c'est quoi mes trois odeurs? Je pense que fleur d'oranger, figue et l'eucalyptus. Ce seraient les trois odeurs qui. Est-ce que et la fleur, alors la figue, on voit la générosité, le côté même peut-être un peu boisé. Quand tu sens la fleur d'oranger, il n'y a pas une évocation, un souvenir qui est associé? Tu sais, c'est intéressant parce que tu me parles quand t'es connecté, tout esthétiquement. Moi, c'est vraiment, c'est presque fatigant d'être dans ma tête dans une rue entre guillemets, tellement je suis dans un truc d'analyse. Donc je regarde tout, tu vois. Et j'ai un avis sur les couleurs, j'ai un avis sur l'architecture, tu vois, beaucoup de sujets. Et en fait, où je peux juste de cet avis transformer en quelque chose que je ferais. Et c'est déjà multiple, tu vois, c'est bien au-delà de toutes mes capacités, etc. Donc je me ferme ma gueule et je le fais dans ma tête. Et sur les parfums, je sais exactement ce que j'aime, mais je sais pas écrire et le décrire. Tu vois, il y a quelques trucs comme ça. En musique aussi, j'ai des lacunes.
pour moi, c'est des petites lacunes artistiques. C'est que je suis pas capable. Tu es capable d'apprécier. Je suis capable d'apprécier et d'en parler, mais je suis pas capable. Je réagis pas dessus. Et après, je me dis, bon, tant mieux, parce qu'il y a déjà tellement de trucs qui me fatiguent où je réagis dessus tout le temps. Par exemple, dans Paris, il n'y a jamais un moment donné où c'est les bijoux. Je connais rien en bijoux. J'ai jamais été capable d'offrir des bijoux et de les regarder. Alors que c'est hyper esthétique. C'est un artisanat. Enfin, il y a plein de trucs qui devraient connecter avec qui je suis et comment je regarde les choses. Et je sais pas, il y a un blanc. Ça t'intéresse pas. Ça, à la limite, pourquoi pas. Mais sur les parfums, t'as forcément un avis. Du coup, j'ai un avis, c'est la simplicité. Et du coup, je vais à la fleur et j'ai pas besoin de mélanger, j'ai pas besoin de, tu vois, parce qu'en fait, ça rejoint aussi un peu la manière avec laquelle j'ai étudié et comment j'ai travaillé cette différence entre le graphic design et l'architecture. Et ce moment où moi j'étudiais l'architecture pendant que mes contemporains étudiaient le graphic design, puis moi à la fin je suis devenu graphiste et architecte, et je pense que j'ai des lacunes de compétences en graphic design puisque moi j'ai étudié l'architecture pendant, voilà, je l'ai plutôt géré comme un ensemble, comme une force. Ouais. Et j'utilise du coup en graphic design peu d'ingrédients parce que j'ai pas eu la culture de l'utilisation de la grande palette de graphic design, à l'inverse de l'architecture. Et en fait, je fais pareil avec les choses que je connais pas. Donc, le parfum. Ouais. Tu vois, j'ai 3 petites marottes, là. Est-ce qu'il y a une odeur que tu détestes ou qui t'est très étrangère? Ouais, où je m'en vais. Hein. Ouais. C'est l'odeur des oignons cuits. Hein. Ah oui? Pourtant, c'est très appétissant, a priori. Non, je file. Ah ouais? Je sors. Ouais, ça, c'est marrant. Et si c'est sur mes fringues, je me change intégralement. Je pense que c'est plus l'odeur qui vient s'accrocher, tu sais, l'odeur d'après, là. Tu vois? Ouais. Dans ta maison, les gens rentrent, ça sent le gâteau à la cannelle, tout va bien, t'es venu pour le goûter. Ça sent le rôti de bœuf au pruneau, t'es venu pour le dîner. Le dîner, ouais. Tu vois, il y a un truc d'une justesse par rapport à des moments. Merci Antoine de m'avoir accueilli pour ce petit café au rêve. Ouais, c'était un rêve. Beaucoup. Merci. Ça me touche beaucoup. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karine Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Média. Pour découvrir d'autres portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute. Et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et à partager le podcast, bien sûr.